tout le monde. Aujourd'hui, j'ai encore la chance de vous présenter une magnifique personne dans le cadre de ce projet Deuxième Chance. Marie-Claire Mathis, c'est bien comme ça qu'on le prononce. Sois la Oui, bienvenue Mathis. parmi nous. Merci, merci. Merci. Bonjour Isabelle. Bonjour à toi, ça me fait vraiment plaisir que tu apportes ta contribution à notre projet qui a pour but d'inspirer des femmes comme toi et moi, de tout simplement partager notre vécu, nos expériences personnelles. J'aimerais que tu nous dises, Marie-Claire, pour commencer, qui es-tu, toi? Quel genre de femme es-tu? Quel est ton quotidien aujourd'hui? Ok, aujourd'hui, mon quotidien, je vis seule avec mes enfants depuis 13 ans. Je suis enseignante. En fait, j'avais fait, enfin, je suis maintenant enseignante dans une école publique en Allemagne et Hmm. je suis titularisée depuis 5 ans. Et j'ai fait avant tout ce travail parce que j'avais fait les études pour, mais j'avais jamais enseigné, j'avais toujours enseigné aux adultes et j'avais jamais enseigné dans une école publique. Jamais. D'accord. J'enseignais toujours le français aux adultes qui travaillaient. Voilà. Hmm. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le père des enfants. D'ailleurs, c'était un élève. Oui, oui, oui. Et, euh, Et quand on s'est séparés, c'était terrible pour moi parce que je suis seule, j'ai pas vraiment de famille, enfin, j'ai pas de soutien, je suis vraiment seule. Enfin, j'ai une sœur, mais enfin, qui va pas très bien, mon père qui habite en Suisse, mais il sait que j'existe. Et donc, je me suis retrouvée seule à l'étranger, soudainement, avec deux enfants qui avaient à l'époque 5 ans et 7 ans. Et c'était la grosse panique. Et je rentrais à l'école et c'était la panique. Et jamais, si on m'avait dit, tu veux aller travailler à l'école, jamais de la vie, j'aurais dit oui. Je ne l'ai fait que pour les enfants, parce que c'était parfait pour les enfants, parce que pour moi, c'était extrêmement important d'éduquer, d'être auprès de mes enfants. Avant la séparation, j'étais à la maison. Je donnais quelques cours pour adultes aussi comme ça, mais j'avais pas ce rythme de travail tous les jours comme j'ai eu après. Et pour moi, c'était vraiment le plus important que pour les enfants, il n'y ait pas ce traumatisme. C'est pas parce que papa et maman se séparent, c'est déjà dur pour eux. Je suis restée aussi dans le village où il y a son père, c'est leurs grands-parents, leur école, enfin Hmm. plus à l'époque, leur Mhm. école. Après, ils sont allés plus loin, mais et, et voilà. Et donc, et pour moi, c'était terrible. La première année à l'école, c'était l'enfer. En plus, mon allemand n'était pas encore vraiment au point. Enfin, je savais me débrouiller, je savais parler, je connais la grammaire et tout ça, mais j'avais pas, c'était pas si fluent, c'était pas Mhm. si Fluide. Ouais. fluide, voilà. Et puis, il y avait beaucoup de vocabulaire que j'avais pas. Donc, c'était vraiment learning by doing. Hmm. Et c'était vraiment, la première année, c'était l'enfer. Et je me suis vraiment dit, oh là là, je vais pas tenir le coup. Et vraiment, j'aurais pas eu les enfants. J'aurais dit, je préfère aller à la caisse du supermarché en attendant de trouver autre chose, mais j'aurais pas continué. Mais ça m'a quand même énormément apporté parce que j'ai énormément appris. Et puis, c'était parfait pour les enfants. Pas besoin j'avais les mêmes vacances, pas besoin Mhm. de demander les vacances. J'ai pas des horaires où je rentre à 6 heures du soir. Et donc, c'était pour moi, en fait, j'ai vécu pour les enfants. Je voulais Mhm. pas, comme j'avais pas du tout une belle enfance, bon, c'est pas difficile de faire mieux, vraiment pas Mhm. difficile, mais je voulais vraiment qu'ils aient le droit d'être encore des enfants et de vivre leur vie normalement et de pas être, voilà. Je comprends. Voilà. Et mon plus jeune vient d'avoir 18 ans et de passer son bac. Et tous les deux, ils veulent pas étudier, ils veulent gagner de l'argent, donc ils font des formations. Et je commence vraiment à réaliser que, enfin, pas, je le réalisais tout le temps, que j'aimais pas vraiment ce que je faisais. Mhm. C'est sympa, je donne des cours d'éthique, j'ai fait des études de philosophie, je donne des cours d'éthique parce qu'en Allemagne, à l'école, il y a des cours de religion. Mhm. Ouais, c'est très, très conservateur, l'Allemagne. Mhm. Des cours de religion, mais pour les enfants qui ne sont pas baptisés ou pour les musulmans ou ceux qui ont une autre religion, qui est pas chrétienne, eh ben, il y a des cours d'éthique. Mhm. Et donc, bon, pour les jeunes,
comment dire, ça équivaut à 1 heure de perdu, que ce soit pour eux ou pour moi, ça les intéresse, ça les intéresse pas à cet âge-là, hein. Mhm. Après, les grands du lycée, c'est déjà quand même un peu plus intéressant, ils sont quand même plus intéressés, ils commencent plus à réfléchir, et puis c'est plus, on lit des philosophes et tout ça. Voilà. Mais tout ça, ça a été, oui, pour moi, cette école, c'était aussi l'école pour moi. Mhm. C'était une école de la vie pour moi, pour beaucoup de choses, parce que avant, j'étais toujours, surtout éviter les conflits, pas répondre, pas s'imposer, etc. Mais à l'école, tu es obligé de faire ça, sinon, tu te fais manger, hein. Donc, ça a été très, très important pour moi. Je regrette absolument pas, parce que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis, au niveau de la personnalité, du développement, Mhm. je me suis beaucoup développée, et maintenant je sais plus m'imposer et imposer ce que je veux, etc. Mhm. Euh, mais ce ne sont pas mes valeurs. L'école, la scolarité, ce ne sont pas mes valeurs. Voilà. J'ai l'impression d'avoir d'autres choses à apporter aux gens. Toutes ces heures où on est là dans une classe avec des enfants de 13, 14 ans, et on essaye de leur parler de valeurs, justement. Et puis ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ne sont pas à un âge où ça les Mhm. intéresse, hein. C'est les copains, les copines, les messages sur le portable, Mhm. YouTube, je ne sais pas quoi, mais pas réfléchir sur les valeurs ou sur qu'est-ce qui est bien et mal, etc. Ouais. Et, et je m'intéresse à beaucoup de choses, par exemple, enfin, ça fait quelque temps. Bah, c'est le corona. Enfin, je sais pas, j'arrête pas de parler, mais peut-être tu veux poser une autre question. Mais non, pas du tout. Si tu es sur ta lancée, il n'y a pas de problème. Le corona, l'année dernière, le lockdown, moi, je l'ai béni. Parce que ça m'a énormément épuisée aussi, hein, je veux dire, Mhm. de la panique. J'ai vécu 2 burn-outs, mais avec les vacances et tout ça, j'ai Mhm. réussi voilà, à limiter les dégâts. Mais j'étais toujours très fatiguée, et le lockdown, ça m'a permis de me reposer. Voilà. Mhm. Et puis, j'ai découvert aussi la folie humaine. Ça, je savais pas. Je savais qu'on détruisait les forêts d'Amazonie, mais je savais pas toute la folie qu'il y avait derrière. Mhm. Et là, je me suis dit, mais on est vraiment complètement suicidaire. On est suicidaire. On va détruire la planète pour nourrir des animaux d'élevage de masse, pour se nourrir avec des animaux d'élevage. C'est la folie. Mhm. Et je suis devenue vraiment écolo. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes propres produits, mes lessives. Ça a commencé par des trucs, voilà. Il y a des choses plus faciles que les crèmes. Ça, c'est vraiment les crèmes, il faut être en forme. Oui. Il faut avoir du temps. Mais faire de la lessive, des déos, des rinçages de bouche, Mhm. encore des produits pour nettoyer, des trucs comme ça c'est facile. Oui, Vraiment intéressant. oui, j'adore, j'adore. Donc, on est toujours en mesure de tirer du positif à travers ce qui nous semble négatif de prime abord, hein. Oui, 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 tout à J'aimerais fait. bien que tu me parles de la Marie-Claire d'il y a 10 ans. Qui était-elle, cette personne? Il y a 10 ans, ben, ça faisait 3 ans que j'étais séparée et 3 ans que j'étais à l'école. Donc, il y a 10 ans, euh, bah, je parlais pas aussi bien allemand. Ben, 10 ans ou 15 ans, ça peut être avant ton événement bascule, qui est ton divorce, en fait. Oui, oui. Avant, ben, j'avais aucune confiance en moi, Mhm. et j'en avais conscience, mais j'avais pas conscience qu'on pouvait y travailler, ou je sais pas, j'étais occupée à autre chose. Parce que j'ai épousé quelqu'un qui me convenait pas. Enfin, je veux dire, si on s'est convenu pour mettre des enfants au monde et Mhm. pour voilà, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui, mais en même temps, c'est la limite de l'arrogance. Et Mhm. parfois, ça confine à l'arrogance. Mhm. Et c'est quelque chose que j'avais vu tout de suite, parce que un truc que j'ai, c'est que je dois toujours m'écouter, parce que les personnes, la première fois que je les vois, j'ai une impression, elles se confirment toujours. Même si après je me dis, mais non, hein, 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 ça se confirme toujours. Mhm. T'as une bonne Et intuition. oui, c'est ça, je sais pas, des ondes, j'arrive à capter Mhm. l'énergie de la personne. Mhm.
Et donc, je m'étais dit, mais il est arrogant. Et puis après, comme il s'intéressait à moi, je me disais, on ne peut pas être arrogant et s'intéresser à moi parce que moi, j'étais tout le contraire. Et j'avais pas confiance en moi. Je trouvais que j'avais rien réussi dans ma vie parce que, alors qu'en fait, par rapport à la difficulté que j'ai eue pour les cartes en main que j'avais pour débuter ma vie, c'était déjà énorme ce que j'avais réussi à faire, mais c'était vraiment que moi qui le savais. J'avais pas quelque chose que je pouvais montrer ou dire voilà, j'ai une carrière, j'ai acheté un appartement, j'ai visité tant de pays, etc. J'avais pas tout ça et j'avais toujours ce rêve de voyager. C'est pour ça que dès que j'ai rencontré mon mari, ça a été aucun problème. Oui, quitter la France. D'abord, on était en Belgique pendant 1 an, puis après en Allemagne. Apprendre une nouvelle langue, c'est pas un problème pour moi non plus. Et oui, j'adore vraiment. J'adore, ça fait partie de mes passions, les langues, les cultures et tout ça. Wow. Voilà. Et donc, voilà, j'avais aucune... Et après, le fait d'avoir des enfants aussi, ça donne un peu plus confiance en soi, on se sent plus, on a plus l'impression d'avoir une identité, enfin, je veux dire, on a eu une vie comme la mienne avant, c'est ça. Tout à fait. Face à quelle peur tu as dû faire face au cours de ton parcours? À quelle Peur? peur? Oui. Eh bien, peur de... le manque de confiance fait qu'on a des croyances limitantes et la peur... moi, mes peurs, c'était des angoisses. C'était pas des peurs, c'était pas oh, j'ai peur de faire ceci ou j'ai peur de faire cela, mais c'était des angoisses. La seule chose dont je me souviens, c'est que je rêvais toujours d'aller travailler à l'étranger, mais comme j'étais seule et que j'avais des amis, j'habitais à Nice, j'ai fait mes études à Nice, et je me souviens, j'avais eu la possibilité d'aller en Slovaquie, justement, et d'aller enseigner pendant 1 an le français à l'université. Puis on me donnait une petite chambre et un petit peu d'argent, etc. Et là, vraiment, je sais que je ne l'ai pas fait et que je me suis dit, je m'en voudrais toute ma vie, mais j'arrivais pas parce que je me disais, oh mon Dieu, je vais être seule. Et donc là, peut-être, j'ai eu la peur d'être seule quelque part où je connais personne, je connais pas la langue. À l'époque, il n'y avait pas l'euro, donc c'était en plus bon, la monnaie, tout ça. Mais si c'était aujourd'hui, bien sûr que j'irais sans hésiter. Je ne sais pas, sinon les peurs. J'ai surtout des angoisses. J'ai des souvenirs d'angoisse, d'insomnie, etc., de sentiments d'abandon, sentiments d'insécurité, voilà. Et j'en avais pas conscience, je comprenais pas pourquoi je dormais pas, pourquoi j'arrivais pas à dormir. Et après, j'ai réalisé ces sentiments d'insécurité qui fait que tu n'arrives pas à relâcher. Voilà. Oui, parce que j'avais une mère qui avait perdu complètement la raison et enfin bon, bref, extrêmement difficile. Et donc, ça donne vraiment t'as un sentiment d'insécurité parce que tu sais pas comment elle va réagir. En plus, enfin, c'était vraiment assez craignos ce qu'elle a fait. Et, c'est quelque chose, je ne sais pas si je peux parler de ça ou pas parce que c'est quelque chose qui est tellement rare. En même temps, je me dis que je dois faire quelque chose avec ça. J'ai une mère qui a vécu chez les bonnes sœurs, donc ses parents étaient étrangers et ils se sont très vite séparés parce que c'est deux cultures complètement différentes et c'était pas des gens instruits, enfin je sais pas comment dire, c'était des gens pas des gens qui étaient là ouverts sur le monde, à les cultures différentes, etc. Mais c'était chacun dans sa culture et puis ça allait pas. Et donc ma mère a été élevée chez les bonnes sœurs. Donc, elle n'avait aucun modèle de qu'est-ce que c'est une famille, comment on est avec les enfants, etc. Et puis, elle était extrêmement dépressive, de plus en plus dépressive, et elle perdait vraiment de plus. Et elle ne nous a pas scolarisés, par exemple. Ma sœur et moi, on n'a pas été scolarisés. Et c'est beaucoup plus tard, vers 17 ans, bon, ça c'est toute une histoire, je ne sais pas si je peux raconter tout ça, mais... Bien sûr. Oui. Bien sûr, c'est ton moment. Ok. Parce que je veux en faire quelque chose et en même temps, je me dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas été scolarisés. Hein. Les enfants soldats, peut-être, mais bon, je n'étais pas un enfant soldat, voilà. Et donc, ma sœur et moi. Et puis, on a été élevés différemment. Moi, j'étais un peu Cendrillon et ma sœur, c'était la petite princesse. Mais d'un autre côté, quand on est Cendrillon, on nous fait confiance pour plein de choses. Ça veut dire qu'on nous
inconsciemment, on dit, tu peux faire ça, puisque tu dois faire ça. Donc, tu peux le faire, on te fait confiance que... Et ma sœur, elle a pas, elle a beaucoup plus mal tourné que moi. Enfin, je veux dire, après, elle a eu énormément de problèmes vraiment très graves. Et c'est que depuis qu'elle a eu des enfants qu'elle a recommencé à être un peu plus stable. Mais notre mère ne nous a pas scolarisés et elle nous a enlevés à un moment donné parce que quand mon père est parti, il a voulu avoir la garde parce que ma mère ne nous scolarisait pas et elle pensait que quand elle avait des filles, elle était hypocondriaque, donc elle s'imaginait toutes les maladies du monde et elle restait au lit toute la journée. Et nous, on devait la servir, faire les courses, etc. Et donc, au bout d'un moment, et on n'avait jamais le droit d'aller voir mon père, où on est allé en un an, peut-être 4 fois le voir, parce qu'elle disait toujours, je suis malade, j'ai besoin de mes filles, ou alors elles sont malades. Donc, mon père a demandé la garde et elle lui a été accordée. Et puis, ma mère nous a enlevés. Et c'est quelque chose, je veux dire, c'est pas comparable, c'est pas quelque chose comme les, je sais pas, bon, je dis pas, je dis que moi je pense que j'aurais pas survécu à avoir été abusée sexuellement, inceste ou des choses comme ça. Je pense pour moi que c'est plus terrible parce que on est vraiment dans son intimité, agressé dans son intimité, violé dans son intimité. On n'a même plus cette intimité-là. Alors que même si ma mère ne nous laissait aucun droit, non, on ne pouvait jamais sortir, on n'avait pas le droit de. Enfin, c'était aussi extrêmement comme chez les bonnes sœurs, quoi. Elle a recréé le truc. Et je me dis, il n'y a personne qui peut se comparer à moi. La seule chose que je peux envoyer, c'est envoyer le message de dire, même quand on a les pires conditions, on peut toujours s'en sortir. Et à un moment donné, vers 15 et 17 ans, ma sœur et moi, on était en Corse. Est-ce que pour les Canadiens, la Corse, ça veut dire quelque chose? Oui. Donc, ma mère s'était enfuie avec nous en Corse, entre autres. Enfin bref, on était 4 ans en Corse. Et là, c'est vrai que c'était très important, un passage très important pour nous parce que c'était un tout petit village de 400 habitants. Et donc, tout le monde connaissait tout le monde et les gens s'intéressaient à nous. Alors qu'avant, on habitait en région parisienne et bon, les gens voyaient qu'on n'allait pas à l'école. Les enfants se moquaient de nous. Enfin, c'était pas facile. Et puis là, alors que là, les gens s'intéressaient à nous. Et donc ça a été. Et puis ma sœur et moi, au bout d'un moment, on a dit ça suffit. On est allé voir une assistante sociale et puis on a commencé à enclencher contact avec mon père, etc. Et donc à 17 ans, je me suis retrouvée. On était en région parisienne de nouveau et je me suis retrouvée dans une classe avec des élèves de 14 ans. Voilà. Après, on a réussi. Mon père était avec une Suissesse, donc après, on est allé en Suisse et puis on a suivi un cursus, un truc, une école autogérée, truc privé où j'ai pu rattraper un an. Ma sœur, elle a aussi rattrapé un an, mais comme elle était plus jeune, du coup, elle avait plus d'années de retard. Moi, j'avais toujours 2 ans de retard. Enfin, ça faisait une remise à niveau, voilà, ça nous faisait une remise à niveau général. Et pour ma sœur, elle avait plus. Et puis moi, j'avais encore toujours 2 ans et j'ai passé mon bac à 20 ans. Après, je suis repartie en Corse pour passer mon bac parce que c'était pour moi comme des racines, la Corse, et je me sentais très, très mal en Suisse. Je me sentais complètement étrangère. Et quand on a été enfermé comme ça, cloîtré, un peu coupé du monde, et puis soudainement, je sais pas, c'est difficile. Et voilà, c'est pas évident. Et donc, mais bon, pour moi, les études, enfin l'école, c'était une bouée de sauvetage. Et après, quand j'ai passé mon bac, j'ai fait lettres sup encore à Bastia, en Corse. Et après, je suis partie à Nice faire des études de philosophie. Et pour moi, la philosophie, c'était aussi parce que quand on a vécu avec quelqu'un qui n'a plus sa raison, plus toute sa raison, et qu'en plus, on a vécu qu'avec la personne, puisqu'on était enfermé, qu'on n'était pas scolarisé, donc on n'avait pas vraiment de comparaison avec d'autres personnes. Eh bien, on ne sait pas quoi penser. Moi, j'avais au moins la lucidité, ce que ma sœur n'avait pas. Ma sœur est partie en live. Et moi, j'avais la lucidité de me dire, je ne vais pas bien. Je sens que je ne vais pas bien. Je ne sais pas quoi penser. Je sais pas qu'est-ce que je pense. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que j'aime. Je sais pas ce que je pense. Ou alors, je sais ce que je pense, mais je ne sais pas le justifier ou l'argumenter. Et pour moi, la philosophie, ça a été la possibilité d'apprendre à structurer ma pensée. Il fallait commencer de l'intérieur, structurer la pensée. Ah oui,
dit ça et je peux le justifier grâce à tel argument, parce qu'en philosophie, tu peux pas simplement dire je trouve ça bête ou c'est moche, ou bon, ça, ce sont des opinions, mais je suis pas d'accord avec ça. Et puis j'ai été obligée d'argumenter, sinon ça n'a pas de valeur ce que tu dis. Et donc ça a été très important pour moi. Et puis au bout d'un moment, c'est au moment où j'ai rencontré, 2-3 ans que j'essayais toujours de passer le CAPES, je voulais être, enfin, je voulais pas, mais on m'avait dit, ouais, si tu fais philo, tu peux pas faire autre chose que d'être prof. Et moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire parce que on m'avait jamais donné la possibilité d'avoir le droit de vouloir quelque chose ou de choisir quelque chose. Et je dis, bon, bah, allez, on essaye de passer les concours en France là pour être prof. Et puis, j'avais même été admissible la première fois. À l'oral, j'ai paniqué. Là, l'oral, c'était terrible, terrible, terrible. C'était une horreur. Il n'y avait rien de pire, blackout total. Et mais bon, voilà, j'ai été qualifiée quand même pour je peux être enseignante, voilà, mais je peux pas être titularisée en France. OK. Voilà. Mais, Et oui. vas-y, continue. Et heureusement, l'été, j'avais commencé, au bout de quelques années, l'été, j'enseignais le français aux étrangers, tu sais, dans les centres de langue. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un diplôme pour ça? J'ai fait une licence. Et en fait, après, je n'ai travaillé qu'avec ça. J'avais presque oublié. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, là, je ne supportais plus la philo. Parce que c'est quoi? C'est impalpable, c'est tellement Abstrait. abstrait. Et je ne voulais plus de ça. C'était, Et à ce moment-là, peu après, j'ai rencontré le père des enfants qui est hyper pragmatique. Ah oui, les Allemands, bien pragmatique. Mais c'était hyper important pour moi. Quand je suis arrivée en Allemagne, au début, on est choqués. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont matérialistes, hyper pragmatiques, super, bien organisés quand même, c'est une réalité. Et puis pragmatique, et moi, ça m'a fait du bien parce que je suis dans une famille, je veux dire, même mon père, quand je le vois, je me dis, mon Dieu, oh là là, je comprends comment que j'étais comme ça, parce que mon père, d'abord, gérer l'argent, c'est un truc, c'est de la science-fiction pour lui, et puis, oui, il s'est bricolé, voilà, ça c'est sûr, mais sinon, dans la vie, prendre des initiatives, créer quelque chose, etc., ça c'est, déjà, éduquer des enfants, c'était même pas là, donc, voilà. Et voilà, donc pour moi, je suis passée de cette phase de complètement, si tu veux, jusqu'à ce que j'ai fait des études de philo, c'était vraiment, je suis un magma qui ne sait pas ce qu'il pense, qui sait pas, enfin, qui a des opinions comme ça, mais qui ne sait pas comment les justifier ou comment les comparer à d'autres et les affiner, des choses comme ça. Et donc, il y a la philosophie qui est arrivée avec ce truc de « Ah, enfin, je peux structurer ma pensée, etc. » Parallèlement, donc ça a été ma première bouée de sauvetage. Ensuite, il y a eu le sport, parce que ça, c'était aussi un truc, quand on est tout le temps enfermé, on ne bouge jamais. Donc, commencer à faire du sport, ça c'est aussi, là, ça a été structurer le corps. Et puis, structurer le quotidien quand j'ai rencontré le père des enfants, parce que, bon, lui, c'est un Allemand, hein, c'est comment est le plan? Chaque fois, la question, c'est comment est le plan aujourd'hui? Spontanéité, ça, on oublie. C'est ça. Oui, oui. Bon, c'est pas tous les Allemands, mais c'est vrai qu'ils sont très... c'est pas des spontanés de nature, je dirais. Hein. Ils ont toujours besoin d'un plan, d'une sécurité, d'un fil conducteur, en général. Il y a aussi des artistes. Mais lui, c'est vraiment, voilà, comme ça. Mais c'était absolument nécessaire. Et puis, j'étais aussi dans une famille où j'avais aussi, alors ça, c'est pour ça que pour moi, heureusement, Martin, maintenant, quand il dit, pas le syndrome de l'imposteur, ça pas, mais quel rapport on a à l'argent, pour moi, heureusement, ça, c'est déjà fait. C'est déjà fait parce que vraiment, je me souviens, alors ma mère, évidemment, élevée chez les bonnes sœurs, parlait de Saint François d'Assise qui marchait pieds nus, qui parlait aux oiseaux, c'était un idéal, quoi. Et il n'y avait pas du tout ce truc d'essayer de gagner de l'argent, mettre de l'argent de côté, prendre des assurances, penser à la retraite et tout ça, ça n'existait pas. C'est absolument inexistant dans notre quotidien. Ça n'avait jamais été... mon Dieu, les mots me viennent en allemand, je suis désolée. C'était pas une valeur, c'était pas une priorité. Non,
non, non. On n'en avait jamais parlé, Mhm. carrément. Ça avait jamais été un thème duquel un de mes parents avait parlé. Mhm. Et j'ai perdu le fil, je ne sais plus où j'étais. Oui, donc ces différentes phases. Tu Et parlais de donc, Martin voilà. qui parlait du rapport à Oui, l'argent voilà, et c'est tout ça. ça. Oui, c'est ça. Et je me souviens que quand j'étais à Nice, je me souviendrai toujours, j'avais vraiment je me disais, je sais, je sais, j'aimerais bien gagner de l'argent, mais je sais que quelque part, il y a un blocage. Je le sentais, mais voilà, je savais pas qu'on pouvait travailler dessus, changer quelque Mhm. chose. J'étais jeune et tout. Et je me dis, je sens qu'il y a un blocage qui fait que je peux pas gagner plus que pour survivre, que pour, voilà, vivoter, quoi. Pas pour avoir une voiture, pas pour payer un appart, pas pour tout ça. Je vivais en résidence universitaire, j'avais pas de voiture, j'ai passé mon permis à 29 ans, j'ai eu une voiture à 30 ans au moment où j'ai rencontré mon ex-mari. Et c'était parce que ma belle-mère de Suisse, enfin ma stepmother, ok, c'est mon grand qui me dit qu'il va faire du sport. Voilà, elle m'avait prêté de l'argent et puis voilà, sinon j'avais pas ce qu'il fallait pour, voilà. Mhm. Et je trouve que voilà, je suis passée d'un espèce de magma, sans structure, sans rien, qui a petit à petit s'est structuré. Et maintenant avec Martin, c'est enfin, je veux faire ce que je veux, ce que Mhm. j'aime. Et et je suis très comme toi avec harmonie, je suis vraiment très avec l'harmonie, le calme, connexion avec la nature et puis se retrouver soi-même, réfléchir, savoir ce qui fait du bien, savoir ce qu'on peut éliminer, qui nous fait pas du bien, comment et la pensée positive, enfin tout ça. Et voilà, et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire avec Martin parce que je me dis, je me sens à l'école, j'ai l'impression d'être en retenue par rapport à ce que je pourrais donner. Et je pense que je peux, avec mon expérience, donner plus aux gens, leur donner plus l'idée qu'ils peuvent. D'abord, comme j'ai eu 2 burn-out, je me dis que je pourrais quand même parler aux gens pour qu'ils aient, enfin, amener les gens à être plus relax, enfin, à réfléchir sur eux-mêmes, à prendre du temps pour eux, etc. Et d'un autre côté, dire aux gens qu'on peut toujours faire quelque chose. C'est comme quand je vois à l'école, moi je me dis, je suis arrivée à l'école à l'âge de 17 ans. J'avais rien avant, rien. Et j'avais la chance simplement d'aimer les langues et d'avoir appris l'anglais, l'italien avec des bouquins comme ça. Mhm. Mais voilà, mais c'était, après tu me disais, voilà, faut mettre le conditionnel, c'est, Mhm. je savais pas ce que c'était que le conditionnel. Et, mais c'est pour dire qu'on peut toujours, que tout est possible. Voilà, je pense qu'avec cette expérience, on peut vraiment dire que tout est possible. Alors, Ben oui, si, absolument. voilà, et quand je vois les gens dire, oh mon Dieu, le corona, lockdown, les élèves qui sont pendant presque un an pas à l'école, mais comment ils vont faire? Mais Mhm. on peut Tout à toujours fait. rattraper. Ben oui, tout à fait. Mm. Malgré ce que tu disais, là, avec tout le vécu que tu as eu jeune enfant, à quoi tu attribues ton succès? Parce que visiblement, tu es une personne équilibrée, Ouais. tu incarnes une belle sagesse. À quoi tu attribues ton succès? J'arrive pas trop à savoir. Alors, je me souviens, parce que ma sœur est partie, on l'a fait, et je me souviens que moi, il y avait un moment de ma vie, quand on était en Corse avec ma mère, où j'avais vraiment le sentiment, elle était tellement mauvaise, que j'étais comme sur une lame de couteau. Je me suis dit, je peux tomber d'un côté ou je peux tomber de l'autre. Et je me dis, j'ai aussi envie de faire n'importe quoi. Et puis, je me suis dit, non, je veux pas gâcher ma vie à cause d'elle. Je veux pas gâcher ma vie à cause d'elle. Je sais pas à quoi je peux la. Est-ce que c'est le fait, je sais que j'ai été éduquée par ma grand-mère qui m'aimait beaucoup parce que la mère de mon père, enfin éduquée jusqu'à l'âge d'un an et demi, elle voulait toujours avoir une fille et puis elle avait eu mon père. Elle avait eu beaucoup de mal pour avoir un enfant, mais je ne peux pas attribuer ça à ça. Donc je ne sais pas d'où je tiens cette force. Moi, je sais que je ne comprenais pas pourquoi ma sœur avait toujours ces pensées noires. Mhm. Et moi, je me disais, non, on nous fait déjà des choses négatives. Et donc, moi, je veux contrebalancer ça. Je veux aller
après, évidemment, on n'arrive pas tout de suite, quand on quitte l'enfer, je dirais, on n'est pas tout de suite au paradis, ça c'est clair, hein, faut Ben d'abord. oui, bien sûr. Mais à quoi je l'attribue, je sais pas, c'est vraiment ce besoin d'harmonie, Hmm. oui, je crois, ce besoin d'harmonie, ce besoin oui, besoin d'harmonie quelque part, C'est bien. oui, de Ben, structure. ouais, vraiment. Ben, tu as une force et une résilience incroyables, en tout cas. Puis comme tu dis, plutôt que de prendre le côté de la noirceur, ben, C'est ça. tu as Et décidé, tu as fait le choix d'aller vers l'autre côté. voilà, et je crois vraiment qu'on a toujours le choix parce que Mhm. je vois par exemple ma stepmother Ta qui est belle-mère. décédée maintenant. Mhm. Et c'est la Suisse, hein, et c'était aussi quelqu'un d'extrêmement négatif. Mhm. Et je ne sais pas pourquoi elle a sa sœur jumelle que je vais aller voir, que j'aime beaucoup, et en fait avec laquelle je suis vraiment en contact que depuis qu'elle est décédée. Avant, bon, je ne dis pas qu'elle est parfaite non plus, mais elle va avoir 80 ans. Là, elle m'invite à ses 80 ans et je m'entends très bien avec elle. J'aime bien aller la voir. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi c'est sa sœur jumelle et elle est complètement différente. Complètement différente. Et c'est pour ça que je me dis, on a le choix. On a le choix. Vraiment. Et je ne sais pas pourquoi on fait l'autre choix. Ça, c'est le mystère. Pourquoi on fait l'autre choix? Mm. Parce que c'est pareil, par exemple, on sait qu'il n'y a aucun criminel qui n'a pas eu une enfance horrible. Mm. Mais ce n'est pas tous les enfants qui ont une enfance horrible, tous les gens qui ont une enfance horrible qui deviennent des criminels. Donc pourquoi Exact. ils ont fait ce choix? Mm. Ça, c'est le mystère. Pourquoi ils choisissent le mal, Mm. le négatif? Je ne sais pas. En fait, on a tous la possibilité de glisser vers ça. C'est qu'est-ce qui nous donne la force de faire ce choix-là, peut-être parce que ailleurs que la force, parce que c'est plus facile de se laisser glisser, puis d'agir en victime, puis de dire ah, la vie est injuste, puis quand même Alors une là, force pour se tenir debout, là, puis dire ah ben non, il n'y en a pas question. le truc de la victime, ça, je le connais, ça c'est dans la famille, hein. Je veux dire que ce soit mon père, ma sœur et puis ma mère, enfin je veux dire, et j'ai mis aussi du temps, j'avais aussi un peu ce truc de toujours me plaindre, de toujours critiquer, ça parce que c'était de toute façon dans la famille, et puis la belle-mère, la stepmother aussi, toujours critiquer. Et puis, mon ex-mari aussi critique toujours, il est toujours mieux que les autres de toute façon. Et puis après, comment c'est venu que j'ai arrêté, je ne sais plus, à partir d'un certain moment donné, je me suis dit, je ne sais pas comment ça m'est venu, mais en tout cas, je sais qu'en 2018, j'ai connu Joe Dispenza et ça a changé. Quelque part, ça a changé ma vie. Enfin, ça m'a donné ce truc de me dire, mais oui, je ne suis pas obligée de faire un travail que j'aime pas. Je ne suis pas obligée de ne pas faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas obligée, même si je suis fonctionnaire, bien sûr. Il faut que je fasse attention. Je veux pas le faire je vais pas tout faire tout de suite, tout abandonner parce que j'ai pas de sous. Quoi. Je veux dire, j'ai besoin de ce travail pour le moment, mais je vais quand même essayer. Je veux essayer je veux pas essayer, je veux. Mettre en place. Oui, je veux mettre en place exactement. Et merci Corona, qu'on a eu tellement longtemps à la maison. Et c'est là, voilà. C'est la dernière semaine avant les vacances. Bon, je vais aller d'abord en Suisse, mais je vais continuer à écouter Martin et puis je veux commencer à faire des vidéos et un blog aussi et voir un petit peu non, comment on dit en français? La résonance, on ne dit pas ça en français, hein, on dit l'effet que ça fait ou les La réactions. réception. Et non, Tout à oui, fait. c'est ça, oui. Oui, voilà. Non, non, mais je veux vraiment, je ne sais pas combien de temps ça me prendra, mais je vais le faire parce que, voilà. Mais ça, c'était Joe et après Bruce Lipton, je ne sais pas, il est moins connu. Tu le connais aussi? Ah oui, je le connais. Les deux, c'est vraiment des personnes très inspirantes. Oui, vraiment, voilà. Ouais. Absolument. Et après, bon, il y a Greg Braden, mais il est un peu trop mystique pour moi. Enfin, même s'il parle de physique quantique, mais voilà, les deux, ah oui, vraiment, ça a changé vraiment ma vie et j'ai du mal maintenant avec les gens qui se présentent en victime, etc.
Bien sûr. Quelle est la plus belle chose que la vie t'ait enseignée? La plus belle chose La que... plus belle chose que la vie t'ait enseignée à travers ton expérience? Euh, peut-être que les efforts payent ou quelque chose comme ça. Non, non, la plus belle chose que la vie m'a enseignée, c'est non, c'est vraiment que oui, qu'on peut arriver à ses buts, qu'on peut arriver à ses objectifs. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. On peut arriver à ses objectifs. Et si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou tu ferais des choses différentes? Ça dépend à partir de quel moment. Je pense que si c'était à refaire, si j'allais mieux dans ma tête à 20 ans, j'aurais pas fait de la philosophie, j'aurais fait quelque chose qui m'amène à un travail où j'ai affaire à un niveau international. Parce que j'adore avoir affaire à différentes cultures. D'ailleurs, une des choses que que je souhaite aussi faire à travers Martin, c'est de devenir conférencière aussi, de donner des conférences, et là, dans le monde entier contre le corona. Enfin, mais parce que j'adore, et ça c'est aussi un truc, je me dis, est-ce que je peux faire quelque chose avec? Je sais pas, parce que j'adore les cultures mélangées, j'adore, euh, ici à l'école, on a quelques migrants, donc on a une classe exprès pour eux, pour qu'ils apprennent l'allemand. Et hier, j'étais dans un cours avec des élèves en éthique, comme ça, et puis, comme c'était la dernière heure où je les voyais, donc on a fait plutôt des jeux, quelque chose. Et puis, il y en a qui m'ont dit, oh, on a un projet avec un autre prof, on a un projet contre le racisme et on doit faire comme des spots publicitaires où on dit non au racisme dans une autre langue. Alors, est-ce que vous pouvez le faire en français? Alors, moi, j'ai dit oui, oui, bien sûr. Et puis, ils m'ont montré d'autres qui avaient fait en d'autres langues. Et puis, après, je leur ai dit, ah, mais il y a la classe des étrangers là. Et du coup, comme je les connais, parce que je travaille aussi dans cette classe, et ben, j'ai dit, venez, je vous amène. Et donc, du coup, ils ont eu un Roumain, un Syrien, un Afghan. Et Wow! puis plus tard, oui, attends, ils ont eu ça, ouais. Et après, plus tard, une fille d'Azerbaïdjan. Après, je me dis, ah, j'en ai une autre là, dans une autre classe d'Azerbaïdjan. Pour qu'ils ont dit chacun dans leur langue non au racisme. Et Wow! ils étaient tout contents. Et moi, j'adore ça, j'adore ça, j'adore. C'est mon milieu, c'est ma culture, c'est mon, oui, comment on dit, mon bain. C'est là où je suis bien, vrai, quand je suis avec différentes cultures. Et c'est vrai que quand j'étais à l'université à Nice, il y avait quand même plusieurs gens qui venaient d'autres pays, des Africains, bien sûr, mais aussi d'autres du Brésil. Et j'adore. Et je ne sais pas si je pourrais faire avec quelque chose avec ça. J'adore aussi, j'écoute aussi par exemple des musiques sur YouTube de toutes. Il y a un trio de trois, oui, un trio de filles qui chantent en géorgien, des géorgiennes, qui sont là avec les paysages de Géorgie, avec un Wow! âne ou des trucs. Enfin, je trouve ça génial. Vraiment! Voilà, j'adore, je les suis, et puis il y a des Russes aussi, des nouveaux, qui chantent des nouveaux trucs russes, et puis des anciens qui ont des très très beaux clips avec des paysages et tout. Enfin, je sais pas, moi je me dis, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Après, j'écoute la musique du monde entier et j'adore. Mhm. Absolument. Surtout si tu as la base des langues, si c'est facile pour toi, wow, pourquoi pas? J'adore, oui, j'adore, Hmm. j'adore. Mon anglais, il faudrait quand même que je le pratique, c'est toujours ça. Je lis, j'écoute et je lis Joe et Bruce dans leur langue, mais j'ai pas la pratique. Je cherche toujours mes mots quand je parle en anglais. Hmm. Je Pas suis très certaine, fluide. si tu étais immergée parmi les Anglais, Ouais, 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 je suis certaine que tout ça à fait. viendrait facilement. Ouais, ouais. Si tu rencontrais la Marie-Claire ben, avant ton divorce, si tu rencontrais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle penserait de la Marie-Claire que tu es devenue aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle en penserait? Bah, certainement qu'elle envierait sa confiance en elle. Mhm. Et ouais, mais bon, je sais même pas si j'en penserais quelque chose, quoi.
Pourquoi? Parce que ça lui semblerait inaccessible d'en Oui, arriver là? oui, 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 c'est ça, oui, tout à Mhm. fait. Donc, ça serait... oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Toi, aujourd'hui, quelle est ta philosophie à toi au quotidien? Au quotidien, ma philosophie, bah, c'est d'abord de penser positif. Ça, c'est évidemment un truc, ça s'entend tellement que ça semble tellement banal, mais la pensée positive et puis de faire ce qu'on aime, de travailler. Un téléphone qui sonne, mais tant pis, il n'y a personne à la maison. Ça m'a distraite. Qu'est-ce que je disais? Je te demandais, c'était quoi ta philosophie Ah oui, au oui, c'est quotidien? ça. Et donc, et puis de travailler à son bonheur. Mm. Travailler à son bonheur. Travailler ou œuvrer, peut-être, parce que travailler, ça donne l'idée. Mais de œuvrer à son bonheur, vraiment. Je trouve ça extrêmement important. Ok. Parfait. Oui. Donc, voilà. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui se retrouve actuellement au point où tu en étais, toi, juste avant ton divorce, à la Marie-Claire il y a 10 ans, là, si tu rencontrais une personne qui est au même point où tu en étais, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Juste avant le divorce ou un peu avant le divorce? Parce que Comme toi, tu le sens. c'est-à-dire que juste avant le divorce, j'étais dans un tel état de panique que je ne sais pas ce que je pourrais conseiller, tu vois. Mais avant, bah, oui, si avant ce moment de panique où on s'est séparés, oui, ce que je conseillerais vraiment, c'est d'essayer de parler plus avec le partenaire parce que personne cherchait à parler. Et puis moi, quand j'essayais de parler, ça l'intéressait pas trop et j'ai pas insisté. Et maintenant, j'insisterai plus et oui, je dirais de parler plus avec lui et de dire plus ce qui te manque et ce dont tu as besoin. Et je ne sais pas si ça servirait à grand-chose parce qu'il avait réalisé que la vie de famille, c'était pas fait pour lui, mais je pense pas qu'il aurait changé grand-chose. Mais oui, en tout cas, c'est ça ce que je conseillerais, c'est de plus... mm, Parfait. Puis toi, comment tu entrevois ton avenir? C'est quoi ton rêve actuel pour tes futures années? Alors, mon rêve actuel, c'est de réussir, non, je ne vais pas dire de réussir parce que ça donne toujours l'impression que ça pourrait ne pas arriver. Mon rêve actuel, c'est de devenir euh, indépendante, de travailler de manière indépendante sur le web et de pouvoir voyager avec ça. Ça, c'est mon rêve, oui. C'est ça. Et de voyager aussi et de donner des conférences et puis de faire je ne sais pas si je veux faire vraiment du coaching, ça dépend qu'est-ce qu'on entend, mais en tout cas de l'accompagnement. Au début, je commencerai par ça, faire de l'accompagnement pour accompagner les gens qui sont stressés, qui vivent simplement au lieu de réfléchir à ce qu'ils vivent, etc. Et je ne sais pas très bien si je peux faire quelque chose avec ces dye products, ces do-it-yourself, les trucs que je fais là. Oui. Parce que je me disais, bon, il y a beaucoup de trucs sur YouTube aussi. Comment se laver les cheveux sans shampoing, comment ceci, comment cela. Je pourrais aussi faire ça, mais en même temps, au bout d'un moment, il faudrait quand même faire payer quelque chose parce que je ne peux pas sans arrêt faire que des vidéos sur YouTube qui seraient gratuites. Donc, c'est là où je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Parce que je me disais faire des petites formations pour faire... Bon, il n'y a personne qui dit vraiment comment faire une crème, hein. En général, c'est tu mets un gras avec un autre gras, tu les fais fondre, tu les mélanges et tu as de la crème. Et il n'y a pas du tout cette phase avec l'eau, l'émulsifiant, etc. Ça, évidemment, mais je ne sais pas si je peux... Parce que je m'étais dit commencer par ça, et puis pour que les gens, voilà, qui reviennent un peu à la nature, qui se recalment un peu, etc., et continuer sur le bien-être, enfin, où ça fait partie d'un programme sur le bien-être. Oui, voilà, je pense.
Je pensais à quelque chose comme ça, ouais, partition. Et puis, en arriver à un moment donné avec quand même l'épigénétique et la neuroscience, hein, ce que disent Joe et Bruce, parce que c'est une réalité. Cette biologie de la croyance dont parle Bruce, c'est une réalité. Après, c'est toujours ce truc, les gens, par exemple, aujourd'hui, j'ai une collègue italienne qui est évidemment, elle est catholique. Donc, c'est les gens qui croient, voilà, ils ne se posent pas de questions, ils croient. Et là, c'est pareil, elle est pareille avec le vaccin. Moi, je ne veux pas me faire vacciner. Et je sais que parmi tous les collègues, on est une centaine. Je sais qu'il y en a 2 autres, et moi-même, qui ne se sont pas encore fait vacciner. Je crois qu'il y a peut-être encore une, mais la plupart se font vacciner. Et moi, je lui ai dit, c'est comment en Italie et tout? J'ai dit, c'est pas encore la dictature comme en France. Elle a dit, mais moi, je suis pour la dictature pour des choses comme ça. Ah bon? Et moi, j'ai dit, mais c'est un truc dégoûtant qu'on nous injecte là, etc. Non, je suis pas du même avis. Et puis moi, je me suis informée et puis je crois à la science et je crois à ce que disent les médecins. Moi, je me suis dit, si tu crois, je me suis dit, si tu crois, c'est le principal. J'ai plus rien dit, quoi. Et ça, c'est la même croyance que la religion, quoi. C'est le truc qu'on remet pas en question et qu'on n'essaye pas d'interroger, etc., etc. Exactement. C'est croire, c'est pas savoir. Ça, c'est tout au long de ma carrière de prof d'enseigner l'éthique, etc. On remarque vraiment que les gens ne veulent pas savoir, ils veulent croire. C'est beaucoup plus facile, on ne se pose pas de questions quand on croit. Tout à fait. Donc, ultimement, la Marie-Claire, à travers tous ces projets-là, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme état d'être, ultimement? Est-ce que c'est justement la liberté à travers le voyage? C'est la contribution par rapport à tes futurs accompagnés? Ou qu'est-ce qui t'inspire le plus? Le plus, oui, c'est d'avoir d'abord de faire quelque chose que j'aime au moins une fois dans ma vie et pas quelque chose que je me sens obligée de faire pour une raison quelconque. La philosophie, c'était une obligation nécessaire. C'était nécessaire, c'était peut-être pas, mais c'était nécessaire. Et puis après, enseigner, tout ça, c'était des obligations. Donc, de faire enfin dans ma vie quelque chose que j'aime et de gagner vraiment de l'argent. Et puis, avec cet argent, vraiment, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, c'est j'adore le fair trade. Fair trade, je trouve ça très important parce que je voudrais soutenir un truc de fair trade parce que je trouve que c'est pas simplement donner de l'argent, allez, prenez, donnez, vous êtes des pauvres et vous resterez toujours des pauvres parce que vous n'avez rien et nous, on a et on vous donne. Mais on sait dire aux gens, vous avez la possibilité d'avoir quelque chose en travaillant, etc., en possédant quelque chose. Et c'est un tout autre sentiment c'est un peu aussi quelque chose que j'ai vécu parce que, évidemment, quand on était avec notre mère aussi, on n'était pas les plus riches. Quand elle nous a enlevés, évidemment, enfin, elle avait encore un peu d'argent de côté, mais c'était vraiment... Et cette sensation d'être complètement livré aux autres, à ce que les autres peuvent donner ou pas donner, c'est épouvantable. Et je trouve que dans ce truc de fair trade où les gens, ils ont un bout de terrain qu'ils doivent cultiver et puis s'occuper aussi de faire pousser les choses et puis en même temps aussi certainement de s'occuper de l'argent ou je ne sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, c'est des gens qui deviennent autonomes quelque part. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Et en plus, c'est tellement scandaleux, en fait, quand on y pense. Hein, les t-shirts qu'on achète à 40 $ ou 40 € qui ont coûté 30 cents quelque part ailleurs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la globalisation. Comment on dit en français? La mondialisation. La mondialisation. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais voilà, c'est ça. Je veux avoir cette liberté d'avoir de l'argent et de pouvoir soutenir et puis de pouvoir aller à l'étranger. Oui, c'est ces 2 trucs, quoi. Je veux avoir cette sensation. Pour moi, je me définis toujours parce que j'ai toujours vécu en sachant que j'ai une grand-mère slovaque, un grand-père grec et puis je suis née en France.
Et puis, moi, j'ai plutôt le type, bon là, je sais pas, je pense que ça se voit pas vraiment, mais j'ai quand même plutôt le type slave avec les pommettes, tout ça. D'ailleurs, quand je vais là-bas, les gens, ils me viennent, ils me parlent directement. Quand je suis dans une ville quelque part, les gens, ils s'imaginent pas que je suis une touriste. Et, et donc, voilà, donc je me suis toujours, jamais, je peux pas me sentir 100% française. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses où je me reconnais pas dans les Françaises. Il y a des choses vraiment que j'aime pas. Et par exemple, quelque part, j'ai l'impression je connais pas beaucoup de Québécoises, mais le peu que je connais, j'ai l'impression de mieux m'entendre parce que j'ai l'impression qu'il y a plus un naturel qui est plus là. Et chez les Français, il y a toujours un peu, les Français, bon, les Français, je sais pas, les Français sont toujours un peu travaillés, pas surfaites, mais je ne me reconnais pas à 100% dans la française moyenne, je dirais. Voilà, en plus, bon, quelque part, j'ai pas baigné dans la culture puisque j'étais pas scolarisée, donc Effectivement. voilà. C'est vrai. Ben, je te souhaite de tout cœur de réaliser tes plus grands rêves. Je te souhaite l'abondance, la réussite et Merci. la sérénité à travers tout ça. Oui, c'est exactement ça, l'abondance et la sérénité. Ah oui, ça, oui. Ouais. Ben, je te le souhaite vraiment. Merci Merci. beaucoup d'avoir participé à mon projet. Vraiment, T'en prie. tu as apporté une belle contribution. Merci Puis, je beaucoup te dis à à très toi. bientôt. Oui, merci. J'espère que ça va avoir une valeur pour toi et Bien que sûr. tu vas pouvoir en faire quelque chose. Absolument. Je Merci te souhaite aussi tout le beaucoup. meilleur. Merci à toi, Isabelle. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.